le 16 octobre 1946. C'est la date précise où Joachim von Ribbentrop a cessé d'être un homme pour devenir un exemple. Dans les couloirs froids de la prison de Nuremberg, le bruit de ses pas résonne sur le sol en béton. Il marche vers l'échafaud. Cet homme n'est pas un simple soldat. Il est l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Adolf Hitler, l'architecte diplomatique de la Seconde Guerre mondiale, le complice actif de l'Holocauste. Dans quelques minutes, il sera le premier nazi condamné à Nuremberg à sentir la corde se resserrer. Comment un simple vendeur de champagne est-il devenu l'un des visages principaux du mal nazi? Il cherchait la reconnaissance, mais il a trouvé la damnation. L'exécution ne s'est pas déroulée comme prévu. Ce fut l'une des pendaisons les plus désastreuses de l'histoire judiciaire. Mais avant d'atteindre cette fin brutale, il faut comprendre le début. Tout commence en avril 1893. Joachim von Ribbentrop naît au cœur du royaume de Prusse. L'Empire allemand vit ses heures de gloire sous le Kaiser Guillaume II. Dès le départ, les signes sont là. Les rapports scolaires sont accablants. Ses professeurs le décrivent comme l'élève le plus têtu de la classe, vaniteux, prétentieux, incapable d'écouter le moindre conseil. Ce n'était pas une simple phase de jeunesse, c'était un trait de caractère définitif, une ombre qui le suivrait jusqu'au pied de la potence. La réputation de la famille Ribbentrop subit un choc violent. Son père est officier de l'armée prussienne, une position prestigieuse. Pourtant, sa carrière s'effondre du jour au lendemain. Il est expulsé de l'armée. La raison est simple. Il a propagé des rumeurs sur l'empereur lui-même. La sanction est immédiate, perte de prestige, difficultés financières. L'uniforme est rangé au placard. La famille est forcée à l'exil. Ils s'installent en Suisse. C'est là que Joachim reçoit une éducation privée. Il ne perd pas son temps. Il développe une maîtrise parfaite de plusieurs langues étrangères. À première vue, une compétence académique banale, mais en réalité, une arme politique redoutable pour l'avenir. Le jeune Ribbentrop voyage. Il passe une année en Angleterre pour perfectionner son accent. Plus tard, cette aisance linguistique attirera l'attention d'un certain agitateur autrichien en pleine ascension. Il séjourne ensuite en France. Il y découvre le style de vie occidental. Il l'admire. Il tente de le copier, mais il ne le comprendra jamais vraiment. L'année 1911 marque un tournant. À 18 ans, il débute sa vie professionnelle à Londres. Il travaille pour une entreprise d'importation allemande. Mais le bureau l'ennuie, l'ambition le dévore. Il démissionne brusquement. Direction le Canada. Le changement est radical. Loin des salons mondains, il découvre la réalité du travail manuel. À l'image, le futur ministre porte des pierres. Il mélange du ciment sur des chantiers de construction. Il rêve d'une grande carrière, mais ses mains sont couvertes de poussière et de cale. Mais l'histoire mondiale le rattrape. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. L'Europe est en feu. Ribbentrop rentre immédiatement en Allemagne. Il s'engage dans l'armée impériale. Il connaît la boue des tranchées. Il combat sur le front occidental, puis sur les plaines de l'Europe de l'Est. Il est blessé au combat. Sur sa poitrine, on épingle la croix de fer, une des plus hautes distinctions militaires allemandes. 4 ans plus tard, tout s'écroule. L'Empire tombe. La guerre est perdue. Ribbentrop retourne à la vie civile, mais il ne reste pas longtemps dans l'anonymat. Il épouse Anna Elisabeth Henkel. Ce n'est pas seulement un mariage, c'est une fusion commerciale. Elle est la fille d'une famille influente de l'industrie du vin. Avec elle, il gagne l'accès au cercle fermé, la stabilité financière, le pouvoir social. Sa carrière décolle. Il devient représentant pour la maison de vin française Pommery dans la vallée du Rhin. Ses talents de négociateur se révèlent. On raconte qu'il était capable de vendre du champagne allemand au même prix que le champagne français. À cette époque, c'était un exploit commercial presque impossible. Le prestige du produit français était absolu. Cette capacité à manipuler, à convaincre et à vendre l'invraisemblable ne passe pas inaperçue. En 1928, son nom commence à circuler. Les hauts dignitaires nazis cherchent des hommes capables de mentir avec élégance. Ils ont trouvé leur candidat. Un homme capable de vendre du champagne allemand comme du français. C'est avec cette phrase cinglante qu'Adolf Hitler a découvert son futur bras droit. Il a observé cet inconnu avec attention. Il a noté l'assurance, l'aisance mondaine, la sécurité apparente. Cette réunion semblait banale, une simple poignée de main dans un bureau. Pourtant, cet instant précis allait sceller le destin de millions d'Européens. Pourquoi Hitler s'est-il intéressé à un simple vendeur? Ribbentrop n'avait aucune expérience, mais il avait une qualité rare, l'absence totale de scrupules. Le 1er mai 1932,
Joachim von Ribbentrop a officialisé son ralliement. Il a signé sa carte du parti nazi. C'était le début d'une ascension verticale. À première vue, une conversion idéologique sincère, mais en réalité, un calcul froid d'opportuniste. Ses proches étaient stupéfaits. Ribbentrop n'avait jamais montré la moindre hostilité envers les Juifs auparavant. Ses idées politiques étaient vides. Le néant, absolu. Pour lui, le nazisme n'était pas une conviction. C'était un véhicule pour son ambition personnelle. Mais ce n'était que le début. Les vétérans du parti ne cachaient pas leur dégoût. Ils voyaient l'imposture. Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande, a ouvert son journal intime. Sa plume a tracé une sentence brutale. Ribbentrop a acheté son nom, il a épousé l'argent et il s'est hissé au sommet. Aux yeux de la vieille garde, c'était un parvenu, un corps étranger. Pourtant, Ribbentrop possédait un avantage décisif. Il avait gagné la confiance d'Adolf Hitler. Le Führer l'écoutait. Quand les autres cadres du parti se moquaient de son ignorance politique, Hitler tendait l'oreille. Ribbentrop avait compris le mécanisme. Il savait exactement comment flatter l'ego du dictateur. La méthode était simple. Là où les généraux exprimaient des doutes, Ribbentrop affichait une certitude aveugle. Il absorbait les paroles d'Hitler comme des vérités divines. Il les répétait. Il les amplifiait. Il devenait l'écho fanatique du maître. Sur les images d'époque, on le voit opiner du chef, toujours en accord, toujours plus virulent. Une légende est née dans les couloirs de la chancellerie. Si Hitler disait gris, Ribbentrop répondait noir, 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 noir. Il voulait être plus radical que le chef lui-même. Hitler appréciait ce zèle. Il a déclaré « Avec Ribbentrop, tout devient plus simple. Il est toujours si radical. Les autres m'apportent des problèmes. Lui m'apporte des solutions. » Je n'ai même pas besoin de parler. C'était le conseiller parfait pour un tyran. Celui qui ne dit pas seulement « oui », mais qui hurle « oui » avec fureur. Cette loyauté aveugle a payé. Les portes du ministère des Affaires étrangères se sont ouvertes. Il a pris la tête d'un appareil de 300 personnes. Il a organisé les événements de masse. Il a manipulé la presse internationale. À l'image, on voit les journalistes étrangers captivés par sa mise en scène, notant chaque mot de sa propagande. Il a transformé Hitler en visionnaire aux yeux du monde. En août 1936, la récompense ultime est tombée. Il a été nommé ambassadeur d'Allemagne à Londres. La mission était critique, empêcher le Royaume-Uni d'interférer dans les plans d'expansion d'Hitler. Les bruits de bottes approchaient. Mais Ribbentrop était un diplomate incompétent. L'erreur était interdite. Il les a toutes commises. L'incident le plus célèbre reste gravé dans les mémoires. Lors d'une audience officielle, le roi George VI lui a tendu la main pour un accueil protocolaire. Ribbentrop ne l'a pas prise. Il a claqué les talons. Il a tendu le bras droit. Un salut nazi rigide en plein palais de Buckingham. Il a failli bousculer le monarque. La cour s'est figée. Personne n'osait respirer. Le malaise était total. Les provocations se sont multipliées. Il a ordonné l'installation de gardes SS en uniforme noir devant l'ambassade allemande. Dans les rues de Londres, ces voitures officielles circulaient. Sur les capots, les drapeaux à croix gammées claquaient au vent. Les Britanniques observaient ce spectacle avec horreur. Ribbentrop menait une vie de luxe. Il fréquentait les meilleurs hôtels, exigeait les meilleures tables. Il voulait imposer son importance. Mais les cercles diplomatiques l'ont isolé. Le mépris était palpable. Ce rejet social a transformé sa frustration en haine pure. Entre les réceptions fastueuses et les humiliations publiques, son regard sur l'Angleterre a changé. Ce n'était plus de la géopolitique, c'était une vendetta. C'est à Londres que Ribbentrop a forgé la rancœur qui allait dicter ses futures décisions. La diplomatie a laissé place à la vengeance. Le 4 février 1938, c'est la date exacte où la diplomatie traditionnelle a cessé d'exister en Allemagne. Joachim von Ribbentrop a atteint le sommet. Il a pris le bureau du ministre des Affaires étrangères. Il a remplacé Konstantin von Neurath, un homme de la vieille école. Ce changement n'était pas administratif, c'était un signal de guerre. Neurath rangeait ses dossiers. Ribbentrop préparait ses cartes. À partir de cette minute, la politique du Troisième Reich a changé de visage. Elle est devenue brutale, rapide, dangereuse. Pourquoi Hitler a-t-il choisi un homme que sa propre secrétaire qualifiait d'excentrique et de distrait? Ribbentrop n'avait aucune vision stratégique propre. Mais il possédait une qualité que le Führer estimait au-dessus de tout, une obéissance aveugle. Hitler ordonnait, Ribbentrop exécutait. Sa nomination a transformé le ministère. Ce n'était plus un lieu de négociation. C'était une caserne en costume-cravate.
Ribbentrop a embrassé ce rôle avec fanatisme. Il est devenu le visage public du régime face à Paris et Londres. Il serrait des mains, il souriait devant les flashs des photographes, il signait des documents. Mais tout cela n'était qu'une mise en scène. L'objectif réel était unique, gagner du temps pour que la Wehrmacht puisse recharger ses armes. Mais ce n'était que le début. Août 1939, Ribbentrop s'est envolé pour Moscou. C'était son moment de gloire. Il allait orchestrer l'impossible, le pacte germano-soviétique. Le nazisme et le communisme, deux ennemis mortels, s'apprêtaient à s'allier. Sur les images d'archives, on voit Ribbentrop rayonne. Il serre la main de Staline, les verres de champagne s'entrechoquent. Le monde a retenu son souffle. Officiellement, c'était un pacte de non-agression valable 10 ans. À première vue, un traité de paix. Mais en réalité, un arrêt de mort pour la Pologne. Un protocole secret accompagnait le texte public. Une simple feuille de papier qui redessinait les frontières de l'Europe de l'Est. Ribbentrop pensait avoir réalisé un coup de maître. Il était persuadé d'avoir dupé Staline. Plus grave encore, il a assuré à Hitler que la France et le Royaume-Uni ne bougeraient d'un pas. Il a parié sur la lâcheté des démocraties. C'était une erreur de calcul monumentale. Le 1er septembre 1939, les Panzers ont franchi la frontière polonaise. Le bruit des sirènes a remplacé les discours. 2 jours plus tard, Londres et Paris déclaraient la guerre. Ribbentrop était stupéfait. Son pacte n'avait pas sécurisé la paix allemande. Il avait déclenché l'incendie mondial. L'orgueil s'est transformé en humiliation. Mais Ribbentrop ne s'est pas retiré. Il a fui en avant. Il s'est transformé en VRP de la guerre. Il a parcouru l'Europe et l'Asie pour élargir le conflit. En septembre 1940, il a signé le pacte tripartite avec le Japon et l'Italie, une alliance militaire globale. Il a découpé les Balkans. Il a soutenu la création de l'État indépendant de Croatie. Il a serré la main des leaders oustachis, un régime connu pour sa brutalité sauvage et ses massacres ethniques. La caméra enregistre des signatures rapides, des visages fermés, des cartes militaires déployées sur les tables. L'hypocrisie de Ribbentrop n'avait aucune limite. Face au ministre soviétique Molotov, il a menti sans ciller. Il a juré que l'axe visait les États-Unis, pas l'URSS. Pourtant, même les alliés de l'Allemagne le méprisaient. Mussolini le trouvait traître. Les cadres du parti nazi le trouvaient incompétent. Mais Hitler le gardait. Le Führer avait besoin de son oui permanent. Puis est venu le tournant, l'opération Barbarossa. L'ironie est totale. L'architecte du pacte avec Staline ne voulait pas le briser. Ribbentrop a tenté d'argumenter. Il a essayé de sauver sa seule réussite diplomatique. C'était peut-être le seul moment de lucidité de sa carrière. Mais face à la colère d'Hitler, sa résistance a duré quelques minutes. Il s'est écrasé. Il a repris son rôle de perroquet. Dès le lendemain, il justifiait l'invasion de l'URSS avec la même ferveur qu'il avait mise à signer la paix. Son ministère a changé de nature. Il ne s'agissait plus seulement de frontières. Il s'agissait de population. Ribbentrop a commencé à collaborer étroitement avec la SS. Il a mis ses diplomates au service de la traque. Il recevait les rapports. Il connaissait les chiffres. Il savait ce qui se passait dans les camps à l'Est. Il n'a pas détourné le regard. Il a signé les ordres de déportation. L'histoire a basculé dans l'horreur pure. Joachim von Ribbentrop n'était plus seulement un ministre incompétent ou un menteur pathologique. Il avait franchi la ligne rouge. Il était devenu un rouage essentiel de la machine de mort, un complice direct du plus grand crime de l'humanité. Des millions de vies effacées par une simple signature. Le ministère des Affaires étrangères, sous la direction de Joachim von Ribbentrop, n'était pas un bureau diplomatique ordinaire. C'était un rouage essentiel de la machine de mort. Ribbentrop traitait l'Holocauste avec une frivolité administrative glaçante. Pour lui, l'extermination de millions d'êtres humains n'était qu'un problème technique à résoudre. Il déléguait les ordres, il signait les documents, il laissait ses subordonnés exécuter le génocide du régime. C'était une distance calculée. Il ne voulait pas se salir les mains, mais le sang qui coulait de ses décisions ne l'empêchait pas de dormir. Une seule fois, il a montré une hésitation. Il a tenté de repousser temporairement certaines déportations. Pourquoi ce délai soudain? Était-ce de la compassion? Absolument pas. C'était uniquement par calcul politique, mais ce geste isolé a vite été oublié. Avril 1943. Ribbentrop a rencontré Miklos Horthy, le régent de Hongrie. Lors de cet entretien, il a abandonné toute apparence diplomatique. Il a fait pression pour déporter la totalité de la population juive hongroise directement vers les camps. C'est à cet instant précis qu'il a prononcé la phrase qui allait sceller son destin face à l'histoire.
Les archives rapportent ces mots exacts. Les Juifs doivent être exterminés ou emmenés dans des camps de concentration. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y avait plus de masque, plus aucun doute possible. Ribbentrop avait joué au diplomate pendant des années. Maintenant, il parlait comme le complice direct d'un génocide en cours. La guerre s'intensifiait, mais lui continuait d'agir comme l'ambassadeur de la mort. Il rencontrait les leaders des territoires occupés. Il exigeait personnellement l'accélération des convois vers les centres d'extermination. Il était le messager d'une politique de massacre déguisée en relations internationales. Mais l'année 1944 approchait. L'influence de Ribbentrop a commencé à s'effriter. Le vent de la guerre avait tourné. Les Alliés avançaient à l'ouest, l'Union soviétique écrasait l'Est. L'Allemagne nazie se retrouvait encerclée. La diplomatie internationale avait cessé d'exister. Il n'y avait plus d'accords à négocier, plus de pays neutres à séduire. Il ne restait à Ribbentrop qu'à observer la chute impuissante de l'Empire qu'il avait aidé à construire. Adolf Hitler lui-même a commencé à l'éviter. Le dictateur ne cachait plus son impatience et son désintérêt total pour son ministre. À première vue, Ribbentrop conservait son titre et son bureau. Mais, en réalité, il n'était plus qu'un écho lointain d'un régime qui s'effondrait de l'intérieur. Il est entré en conflit avec les autres membres du commandement nazi. Son arrogance était déjà insupportable aux heures de gloire. Elle est devenue intolérable dans la crise. L'étau se resserrait. Juillet 1944, une bombe a explosé dans la tanière du Loup. Des officiers allemands ont tenté d'assassiner Hitler. Ribbentrop s'est retrouvé immédiatement au centre des suspicions. Beaucoup de conspirateurs venaient de son propre ministère. Il ne savait rien du complot, mais la panique l'a saisi. Dès qu'il a su qu'Hitler avait survécu à l'explosion, il a couru prouver sa loyauté. Il a collaboré activement avec la SS. Il a identifié ses propres collaborateurs. Il a dénoncé les traîtres de son service. On imagine les scènes dans les couloirs, arrestations brutales, interrogatoires, exécutions. Il essayait désespérément de rester utile aux yeux du Führer. C'est durant cette période que la tension a atteint son paroxysme. Hermann Göring ne supportait plus sa présence ni son opportunisme échevelé. Devant une assemblée d'officiers, la colère de Göring a explosé. On entend encore la violence de l'insulte. « Vous n'êtes qu'un sale vendeur de champagne !» Cette phrase a été hurlée avec rage, mais elle capturait exactement ce que l'élite nazie pensait de Ribbentrop depuis le début. Un parvenu, un imposteur, un adulateur ambitieux qui avait utilisé le parti comme un tremplin vers le pouvoir. Maintenant que le Reich brûlait, il s'accrochait pathétiquement à son autorité. Mais la ruine définitive était inévitable. Le 30 avril 1945. C'est la date exacte de l'effondrement final. Pourquoi le Troisième Reich a-t-il implosé si vite? Hitler avait promis un règne de 1000 ans. Mais 12 années ont suffi pour transformer l'Europe en cimetière. La bataille de Berlin fait rage, l'armée rouge avance impitoyablement. Les chenilles des chars écrasent les décombres de la capitale allemande. L'air est saturé de poussière et d'odeurs de brûlé. Face à la défaite inévitable, Adolf Hitler choisit l'issue la plus redoutée. Il s'enferme dans son bunker souterrain. Il arme son pistolet. Il se suicide. Il laisse derrière lui un empire en ruine et des disciples déshonorés. Parmi eux se trouve Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères. Il est paniqué. Il cherche désespérément à conserver une once d'importance. La mort du Führer déclenche la formation d'un gouvernement provisoire. L'amiral Karl Dönitz prend le commandement. Ribbentrop tente sa chance. Il frappe à la porte du nouveau pouvoir. Il réclame un poste. Mais la réponse est immédiate. Il est rejeté. Même dans l'agonie du régime, alors que chaque homme compte, personne ne veut de l'ancien vendeur de champagne. Son temps est révolu. Mais ce n'était que la fin d'une longue chute. Quelques jours plus tôt, le 20 avril. C'était le dernier anniversaire d'Hitler. Une réunion sombre. Les généraux présents avaient les traits tirés. La fatigue se lisait sur chaque visage. 3 jours plus tard, Ribbentrop a sollicité une nouvelle audience. Il voulait voir son maître une dernière fois. On entend le bruit d'une porte qui se verrouille. Hitler a refusé de le recevoir. Sa froideur était brutale. Il a simplement déclaré « J'ai des choses plus importantes à faire ». Ribbentrop a passé des années à répéter les mots du dictateur, à amplifier ses délires. Maintenant, il était écarté comme une vieille scorie, un serviteur qui n'avait plus de maître à servir. Le régime s'est effondré pour de bon. Ribbentrop a compris qu'il devait disparaître. Il a falsifié son identité. Il a choisi le nom de Herr Reiser. Il a fui vers Hambourg. Il s'est terré dans une chambre, espérant que le chaos de l'après-guerre le couvrirait. À première vue, un civil allemand anonyme, mais en réalité, l'un des criminels les plus recherchés de la planète.
L'Allemagne a capitulé, la traque a commencé. Les Alliés passèrent le pays au peigne fin. La cachette de Ribbentrop n'a pas tenu longtemps. Il a été localisé par un citoyen français qui opérait avec les SAS belges. L'arrestation a été sèche, sans gloire. Lors de la fouille, les soldats ont découvert un objet étrange sur lui. À l'image, une lettre manuscrite sur du papier froissé. Le destinataire était Winston Churchill. Le contenu était délirant. Des pages de calomnie sur la diplomatie britannique, des tentatives pathétiques pour justifier ses crimes. Même vaincu, même emprisonné, Ribbentrop se voyait toujours comme un grand stratège international. Il refusait de voir la réalité. Le conflit a pris fin. 4 crimes capitaux pour un seul homme. Le conflit mondial venait de s'éteindre. Mais une autre bataille commençait. Les survivants de l'élite nazie ont été traînés devant la justice pour l'épisode le plus emblématique du XXe siècle, le procès de Nuremberg. Le monde entier réclamait des comptes. Pourquoi Joachim von Ribbentrop était-il la cible prioritaire? Il se présentait comme un simple diplomate, mais les procureurs voyaient en lui l'architecte du chaos. Les accusations sont tombées comme des coups près. Crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et surtout la planification délibérée d'une guerre d'agression. Sur les tables des juges, on voit des montagnes de dossiers s'empilent. Les preuves étaient irréfutables. Le tribunal a rapidement conclu que Ribbentrop ne se contentait pas de savoir. Il agissait. Il connaissait les détails de la solution finale et participait directement à son exécution. Son ministère n'était pas une simple administration. C'était un rouage logistique de la mort. Il coordonnait les déportations avec les gouvernements alliés ou fantoches. Il organisait l'envoi des convois de juifs vers les camps d'extermination. Il ne s'est pas contenté de signer des papiers. Il a exigé de la vitesse. À plusieurs reprises, il a donné l'ordre d'accélérer la cadence. Ce n'était pas un complice passif, c'était un moteur du génocide, mais la liste de ses actes ne s'arrêtait pas là. Il a facilité l'annexion de l'Autriche. Il a joué un rôle décisif dans les invasions de la Tchécoslovaquie et de la Pologne. Ses actions ont ouvert les vannes de la guerre. De plus, il a ouvertement défendu le lynchage des pilotes alliés capturés. Il a couvert chaque atrocité commise pendant le conflit. À première vue, un homme d'État en costume cravate, mais en réalité, un criminel de guerre impitoyable. Face à ses juges, il a tenté une manœuvre désespérée. Il a adopté la posture de la victime. Il a juré qu'il ne prenait aucune décision. Selon lui, Hitler l'avait trompé avec des promesses de paix. Il n'était qu'un intermédiaire, un simple messager sans pouvoir. À l'image, son visage est blême, ses mains s'agitent nerveusement. Mais personne ne l'a cru. Les documents, les témoins et les registres officiels ont démenti chaque mot. Il est devenu évident que Ribbentrop était intime avec le dictateur. Il participait activement aux réunions stratégiques. Sa signature validait les pactes, les accords et les ordres qui ont coûté des millions de vies. Puis, le procès a basculé dans l'absurde. Une déclaration a glacé l'audience. Même après la défaite, même face à la potence, Ribbentrop est resté fidèle à l'homme qu'il avait rejeté à la fin. Il s'est levé dans le box. Il a déclaré fermement « Toutefois, que sais-je, si Hitler entrait dans cette cellule maintenant et me demandait de faire quelque chose, je le ferais encore. » La salle s'est figée. C'était l'aveu final. Aucun repentir, aucune compréhension de l'horreur. Il croyait toujours être l'émissaire d'une cause juste. Dans sa dernière défense, il a tenté de se racheter. Il a prétendu avoir voué 2 décennies à la recherche de la paix entre l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Une tentative inattendue de réécrire l'histoire elle-même. Mais ses crimes hurlaient plus fort que ses discours. Joachim von Ribbentrop a été condamné à mort par pendaison. Mais le plus dérangeant n'était pas sa chute. C'était de réaliser que jusqu'à la dernière seconde de sa vie, il pensait avoir raison. Le bourreau a fait son travail. 1h11 du matin. C'est à cette heure précise que le mécanisme de la mort s'est enclenché. Initialement, Joachim von Ribbentrop ne devait pas être le premier à monter sur l'échafaud. Cette position revenait de droit à Hermann Göring. Mais pourquoi le maréchal du Reich manquait-il à l'appel? Il avait juré de ne pas offrir ce spectacle aux vainqueurs. Quelques heures plus tôt, il avait écrasé une capsule de cyanure entre ses dents. Göring a échappé à la corde, condamnant Ribbentrop à une primauté qu'il n'avait jamais désirée. Le sort en était jeté. Il serait le premier nazi exécuté à Nuremberg. Le bourreau assigné à cette tâche s'appelait John C. Woods. C'était un militaire américain. À première vue, un exécuteur expérimenté, mais en réalité, un amateur à la réputation désastreuse. Woods n'était pas connu pour sa précision, mais pour ses erreurs techniques.
Les exécutions de cette nuit-là allaient entrer dans l'histoire, non seulement pour leur poids politique, mais pour le fiasco logistique qui allait suivre. La potence improvisée accumulait les défauts, la trappe était trop étroite, la structure avait été mal calculée. La méthode employée ne respectait pas le protocole de la longue chute, seul moyen de garantir une fracture cervicale instantanée. Tout favorisait une strangulation lente et douloureuse, et c'est exactement ce qui s'est produit. Le 16 octobre 1946, l'aube n'était pas encore levée. Joachim von Ribbentrop a été extrait de sa cellule. On l'a conduit vers le gymnase de la prison, transformé en chambre d'exécution sommaire. 3 soldats l'encadraient étroitement. 2 tenaient ses bras. Le 3e a retiré les menottes pour attacher ses poignets avec une lanière de cuir. C'était une nouvelle mesure de sécurité imposée en urgence après le suicide de Göring. Mais ce n'était que le début de la tension. Ribbentrop affichait un calme surprenant. Il avançait d'un pas mécanique au milieu des gardes. Quand l'officier a exigé son nom pour le protocole, l'ancien ministre a hésité une seconde. Puis, il a répondu presque en criant « Joachim von Ribbentrop ?» Sa voix a claqué dans le gymnase froid. Sans attendre, il a commencé à gravir les marches de la potence. Il y en avait 13. 13 marches, comme si le chiffre lui-même annonçait le désastre. Au sommet, il s'est tourné vers le petit groupe d'observateurs. À l'image, on distingue les visages fermés des soldats et des représentants alliés. Ribbentrop a serré les dents, il a levé le menton. Il montrait pour la dernière fois cette arrogance qui avait marqué sa carrière. On lui a demandé s'il souhaitait laisser un dernier message. Il a répondu d'une voix ferme, en allemand, « La paix, qu'il y ait une entente entre l'Est et l'Ouest. Je souhaite la paix au monde. » Puis il s'est tourné discrètement vers l'aumônier qui le suivait. Il a chuchoté « Nous nous reverrons ». Le bourreau a placé la cagoule noire sur sa tête. La corde a été ajustée autour de son cou. Le silence dans la pièce était absolu. Personne n'osait respirer. Woods a tiré le levier. La trappe s'est ouverte. Joachim von Ribbentrop a disparu dans le vide créé par le plancher qui se dérobait. Mais ce qui a suivi fut un spectacle grotesque d'incompétence. Le mauvais calcul de la chute n'a pas brisé la colonne vertébrale. Au lieu d'une mort rapide, Ribbentrop a été condamné à une asphyxie lente. Le bas de la potence était masqué par un rideau noir, mais le rideau n'arrêtait pas le son. On entendait les bruits terribles de ces derniers instants. On entendait la corde grincer sous les soubresauts. On entendait le corps qui se tordait de désespoir et qui heurtait les parois de bois de la trappe trop étroite. 14 minutes. C'est la durée exacte de son agonie. 14 minutes durant lesquelles la vie s'échappait centimètre par centimètre, étouffée par l'amateurisme du bourreau et la rigidité cruelle de la justice militaire. Les témoins regardaient la scène pétrifiés. Ils attendaient une punition ferme, mais pas une torture médiévale. Finalement, les mouvements ont cessé. Un médecin a confirmé le décès. La justice était passée, implacable et brutale. Son corps, pendant dans l'obscurité, offrait le portrait final d'un homme qui avait vécu par la force et qui mourait par la monstruosité technique de ses vainqueurs. Le premier acte de Nuremberg était terminé. 50 millions de victimes. C'est le bilan sanglant déposé sur la table du tribunal de Nuremberg. Comment un simple vendeur de champagne est-il devenu l'architecte de l'apocalypse? Il avait l'ambition. Mais il lui manquait totalement la conscience. Joachim von Ribbentrop a débuté sa carrière loin des champs de bataille. Il vendait des vins pétillants, il fréquentait les salons mondains, il serrait des mains influentes. À première vue, un homme d'affaires inoffensif. Mais, en réalité, un prédateur en quête de pouvoir absolu. Il a identifié l'homme fort du moment, Adolf Hitler. Ribbentrop n'a pas hésité. Il a utilisé son charme et ses relations pour gagner la confiance du futur dictateur. Il a troqué ses bouteilles de grands crus contre des croix gammées. Ce n'était pas de la politique, c'était de la servilité. Dans la hiérarchie du Troisième Reich, il a grimpé les échelons à une vitesse vertigineuse. Il a obtenu une position centrale, une position critique. Mais Ribbentrop n'était pas un simple exécutant incompétent. C'est une erreur de le sous-estimer. Sur les films d'actualité, on voit, son regard cherche constamment l'approbation de son maître. Il a parfois montré des signes d'hésitation avant les conflits majeurs. Il craignait certaines nations. Mais la peur de décevoir Hitler était plus forte que la peur de la guerre. Il a compris le mécanisme de la dictature. Pour survivre au sommet, il ne suffit pas d'obéir. Il faut surenchérir. Ribbentrop est devenu plus radical que le Führer lui-même. Il a amplifié les idées extrêmes. Il a transformé les discours haineux en politique étrangère. Il n'était pas motivé par une idéologie complexe. Son moteur était l'orgueil mal calculé. Il voulait plaire. Il voulait briller. Mais ce n'était que le début.
Son implication est devenue totale. Il a planifié l'expansionnisme. Il a participé activement à la mise en place de l'Holocauste. Ce n'était pas un témoin passif. Ses stylos ont signé des arrêts de mort par milliers. Il a aidé à propager la souffrance aux 4 coins du continent. La caméra enregistre des piles de documents officiels portant sa signature nerveuse. L'Europe a brûlé. Les villes se sont effondrées, mais la chute du régime était inévitable. Ribbentrop a découvert que l'ambition aveugle mène à une impasse. Il ne pouvait plus se cacher derrière son bureau de ministre. Il a été capturé, jugé, condamné. Le 16 octobre 1946. L'exécution. Ce ne fut pas une mort propre. La trappe s'est ouverte, la corde s'est tendue. L'agonie a duré plusieurs minutes, une fin tragique et imparfaite. Mais pour les victimes du nazisme, c'était un acte de justice nécessaire. On entend le bruit sec de la trappe qui claque dans le silence du gymnase de la prison. Sa trajectoire laisse une leçon brutale. L'absence de principes moraux est une arme dangereuse. Un simple commerçant peut devenir le complice des pires crimes contre l'humanité. Le mal essaie toujours de fuir. Il tente de se dissimuler. Mais la justice est patiente. Elle finit toujours par rattraper ceux qui la méritent. Le dossier est clos.